Bien, voilà, on se retrouve donc pour, cette, seconde intervention de la matinée et donc, je vous présente Angèle, Ricolo qui, a, donc, comme sujet, d'intervention, les cristaux de l'intérieur de la Terre. Alors Angèle est aussi, donc, chercheuse au CINAM. On n'a pas suffisamment tout à l'heure présenté le CINAM, ce serait bien peut-être que tu dises un mot à la fois sur toi, sur ton travail et puis sur le CINAM. Ok, bonjour. Donc oui, je suis maître de conférence, donc enseignante chercheuse au CINAM. C'est le centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille. Alors c'est un gros laboratoire où il y a majoritairement des physiciens et des chimistes, un petit peu de biologistes, géologues et géologues, dont je fais partie, qui travaillent sur les nanomatériaux. Donc tous les matériaux cristallisés ou les molécules, puisqu'il y a des chimistes, à très petite échelle, l'échelle du nanomètre. Donc c'est 10 puissance moins 9 mètres. Pour les collégiens, c'est peut-être un peu compliqué. Ça fait 10 fois moins qu'un cheveu. Je crois que c'est ça, 10 fois moins qu'un cheveu, que le diamètre d'un cheveu. 1000 fois moins. Un milliard plus petit qu'une balle de ping-pong, on me dit. 1 milliard de fois plus petit qu'une balle de ping-pong. Donc c'est très petit. Voilà, le nanomètre. Aujourd'hui, je vais vous parler pas du nanomètre, parce que bon, c'est vraiment très petit, on ne voit pas bien. Mais ça contient le nanomètre, bien sûr, des cristaux de l'intérieur de la Terre. Donc là, vous avez une jolie image, mais on va parler des cristaux à l'intérieur. Comment je fais Ah, là, pardon, voilà. Donc je reviens sur ce qu'a dit Romain Grossier précédemment sur les cristaux, l'empilement donc des briques. Et en effet, donc il a parlé des 7 formes géométriques dans lesquelles les briques ou les atomes ou molécules, je vais parler d'atomes ou de molécules, peuvent s'empiler. Alors on a ces 7 systèmes. Euh, on a ces 7 systèmes. Le cubique, bon, très simple, tout le monde voit le cube. Hein. Ensuite, des systèmes où les différentes arêtes, donc A, B, C et les angles, vont varier. On a des arêtes qui vont être égales, d'autres pas, et des angles qui vont être à 90 degrés pour le cube. Et puis après, on peut avoir des angles à 90 degrés, d'autres non, des angles quelconques. Et on a ces 7 formes présentées ici, qui représentent en fait tous les cristaux qu'on peut fabriquer. D'accord Avec les empilements d'atomes ou de molécules, dans ces 7 formes, on obtient tous les cristaux possibles. Je peux faire ça ouais. Alors, moi, je vais parler en effet des cristaux de l'intérieur de la Terre qui sont des minéraux. Pourquoi Parce qu'un minéral. La discussion publique, déjà, peut-être que c'est gauche. Plus à gauche. Plus à gauche. Ouais, c'est pas grave, tant pis. Donc, un cristal qui existe, qui est observé à l'état naturel, donc sur la Terre, est un minéral. Donc, je tiens à souligner ce détail, puisqu'on peut synthétiser en laboratoire, fabriquer de nombreux cristaux différents qu'on ne va pas forcément retrouver à l'état naturel. Et moi, je vais vous parler des cristaux aussi, mais des minéraux que l'on observe donc à l'état naturel. On a l'Association internationale de minéralogie qui a recensé 6000 minéraux donc, qui ont été observés à l'état naturel, qui sont donc des cristaux, des agencements d'atomes ordonnés, et qu'on appelle minérales puisqu'on les voit dans la nature. Petit rappel pour certains, une roche, c'est quoi? C'est constitué de plusieurs minéraux, ou le même minéral répété, comme on peut voir ici, ou ici. Ça peut être des tout petits cristaux invisibles à l'œil nu, qu'on peut voir que sous microscope optique, et parfois, on en a un peu parlé, parfois il y a du verre. C'est comme un liquide figé, voilà, où les minéraux, où les atomes ne sont pas ordonnés. Mais majoritairement, une roche, donc c'est un assemblage de plusieurs minéraux. Et je vous présente donc cette roche-là. C'est la roche majoritaire de la croûte terrestre, qui est constituée de 3 minéraux principalement. C'est le granit, d'accord, qui contient énormément de silicium.
On a donc dans cette roche le quartz, SiO2, d'accord, c'est un silicate, c'est un oxyde de silicium. SiO2, donc le quartz, tout le monde connaît, je pense. Il y a des quartz fumés, des quartz roses, selon les impuretés qu'on peut avoir à l'intérieur. On a du feldspath, qui va contenir, lui, le calcium, l'aluminium, un peu de sodium, et différents micas, qui contiennent aussi du fer. Alors, je ne vais pas m'attarder, puisque ce n'est pas la surface de la Terre que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas tous les minéraux possibles, jolis de la surface de la Terre. Je vais parler de l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qu'on a? La Terre, elle fait un rayon d'environ 6400 km de profondeur. Qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? C'est pas du granit. On a... Mince, ça passe pas? Bon, c'est pas grave. On a ce rayon, 6400 à peu près, et le forage le plus profond où on a été sur Terre, c'est le petit point noir que vous voyez ici. C'est 12 km. On le voit à peine, hein, c'est l'espèce de truc là que j'ai un peu grossi. Là, ça, là. Voilà, on a été à 12 km de profondeur. C'est un forage qui a commencé dans les années 70, fini en 89, qui se situe au nord de la Russie. 12 km, sachant que la Terre, c'est 6400 km de profondeur. On n'a même pas atteint le manteau de la Terre. Donc, comment on fait pour savoir ce qu'il y a en dessous? Pourquoi c'est si compliqué, pardon? Pourquoi c'est si compliqué de faire un forage en profondeur? C'est à cause de la pression. On est en surface, on est à 1 bar, d'accord? Quand on monte sur une montagne, on va à 1000 mètres d'altitude, donc 1 kilomètre, ici. On arrive, on descend en pression. On est à 0,9 bar, à peu près, d'accord? Donc, facilement, on peut monter et on perd un peu de pression, ça ne fait pas grand-chose. Si on va en profondeur, sous l'eau, on ne voit rien, mais bon, on est à 1 bar, à la surface, et on va sous 500 mètres d'eau. On arrive à peu près à 50 bars déjà. Ça, je pense que tout le monde peut le visualiser. Vous commencez à nager sous l'eau, vous sentez la pression d'eau au-dessus de vous. Quand on va à 500 mètres de profondeur dans la roche, sous terre, on est déjà à 120 bars. Quand on va à un seul kilomètre sous terre, on est à plus de 200 bars. Seulement 10 km sous terre, donc proche du forage le plus profond, on a dépassé 2000 bars. Là, je ne vais plus parler de bars, je vais passer au gigapascal. Donc, giga, c'est 10 puissance 9. On parle de pascal en physique, on prend plus cette unité-là. Et là, donc, à 10 km de profondeur, je ne vais plus parler de 2000 bars, mais je vais parler de 0,2 gigapascal. Puisqu'on va aller bien plus que 10 km de profondeur, on va aller à 100, 200, 300 km de profondeur, 2000, 3000. Donc, on a des gigapascales. Là, on peut voir donc la surface, 0 gigapascal. Dans le manteau, on fait 10, 20, 30, on arrive à 130 gigapascal à la base du manteau de la Terre. Dans le noyau et jusqu'au centre, on arrive à 360 gigapascal. Si on prend à peu près 2300 km de profondeur, on est à 1 million de fois la pression atmosphérique. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller en profondeur, de faire un forage. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Heureusement, on a des choses qui peuvent remonter. Avec les volcans, certains volcans, on peut avoir dans le magma entraîner des morceaux du manteau que l'on peut retrouver donc dans ces magmas en surface. On a des nodules de la roche là qui s'appellent de la péridotite. On la voit pas très bien, donc je vais passer. Voilà, ici on voit une bombe volcanique, donc là c'est du basalte, hein, c'est la lave refroidie. Et ici la péridotite, donc c'est une roche qui contient plusieurs minéraux, qui sont donc a priori des minéraux du manteau, d'accord, du manteau supérieur dans la Terre, qui vient de plus de 100 km de profondeur. Cette péridotite contient de l'olivine, c'est le minéral majeur du manteau supérieur. Ici, il y en a beaucoup, on ne le voit pas très bien, mais il y en a 70% à peu près dans cette roche. De l'olivine qui est de couleur vert clair. Et des pyroxènes. Ici, tous nos pyroxènes, vert foncé, orthopyroxène, un peu marron, on ne voit pas très bien. Et du spinel, il y en a très peu. C'est des petits minéraux tout noirs. Je vais détailler. Donc déjà, si on prend globalement cette roche, ces 4 minéraux-là, ils sont constitués de quoi? En fait, le manteau supérieur,
cette roche, la péridotite, est constituée majoritairement de silicium, 45%, du magnésium, 40%, du fer, 8%, un peu plus de 3% d'aluminium et de calcium. Donc, c'est ces éléments-là dont je vais vous parler pour avoir les minéraux de l'intérieur de la Terre. Alors, l'olivine. L'olivine, c'est un minéral qui donc, contient, on va dire, 7 molécules, MgFe, magnésium, fer, silicium et oxygène. Donc, c'est cette molécule-là qui va s'agencer dans une forme orthorhombique qui se répète plusieurs fois pour former le cristal d'olivine, ici, qui est vert clair parce que ça contient une dizaine de pourcents de fer. D'accord ? Ensuite, on a les 2 pyroxènes, le clinopyroxène qui contient le calcium, qui est dans une maille, ici. Je ne connais pas très bien celui-là. Donc, avec le calcium ici, donc c'est une molécule de calcium, magnésium, silicium, oxygène qui s'agence donc dans cette maille-là pour former le clinopyroxène, monoclinique, merci. Et l'orthopyroxène, où on a du fer, un petit peu de fer, on a une teinte marron, donc cette molécule, c'est les mêmes éléments, mais c'est SiO3 et pas SiO4, qui s'agence dans une maille orthorhombique, donc avec des placements différents, hein, ça ne fait pas le même minéral, pour former l'orthopyroxène. Et le petit dernier, le spinel, voilà, qui contient l'aluminium, hein, qui restait à 3% dans la roche. Le spinel tout noir, il n'y en a pas beaucoup dedans, la molécule de MgAl2O4 s'agence dans une maille cubique, là c'est juste du dessus, donc on voit le cube qui irait vers le mur, avec donc les atomes de magnésium et d'aluminium qui sont soit là, qui se partagent, avec l'oxygène en rouge. Alors, ça, c'est pour le manteau supérieur, on va dire 100-200 km de profondeur. C'est ce qu'on retrouve donc au niveau des volcans. Mais après, il faut regarder qu'est-ce qui se passe en pression et en température. Donc, il faut mettre de la pression sur cette roche, la chauffer. Alors, le truc qui est sympa, c'est que la pression, c'est quoi? C'est une force divisée par la surface appliquée par cette force, d'accord? On va se servir beaucoup de ça pour pouvoir imposer une très forte pression sur les échantillons. Je vais vous expliquer. Donc, ce que je vais vous montrer après, c'est comment les phases, donc ces minéraux, vont changer, se modifier avec la pression et la température. Là, je vous ai mis le diagramme de phase de l'eau que vous connaissez normalement, où on a la pression, donc ça c'est la pression atmosphérique ici, avec la température. On sait que l'eau, inférieure à 0 degré, on a du solide, c'est de l'eau glacée. On arrive à 0 degré, à la pression atmosphérique, on transforme en eau liquide. On va arriver à 100 degrés, on fait du gaz, la vapeur d'eau. Si on va sur une montagne, on descend un peu en pression, on peut arriver à faire de la vapeur à plus basse température. Donc c'est ce genre de choses qu'on va regarder. Alors nous, on ne va pas descendre la pression, on va la monter, d'accord? Et sur des roches, pas sur de l'eau. Mais c'est le même genre de choses que ça. Alors, je vais justement vous parler du carbone. Le carbone, tout le monde connaît les 2 phases du carbone. Le carbone, ça peut être sous forme graphite, donc on en parlait tout à l'heure, ces petits feuillets qui laissent des traces sur les feuilles, d'accord? Et le diamant. Le diamant, tout le monde le connaît. Voilà, on n'a pas forcément eu un diamant dans la main, mais on sait qu'on peut en voir à la surface de la Terre. Mais en vrai, il ne peut pas se former à la surface de la Terre. Le diamant se forme à plus haute pression et plus haute température. On ne peut pas former avec du carbone. Si on vous donne une coupe de carbone, par exemple, pour le concours, vous ne pourriez pas faire du diamant comme ça. Vous feriez du graphite. Le diamant donc, se forme à l'intérieur, plus en profondeur. Alors je vous montre là, c'est un petit peu compliqué, c'est un bloc diagramme, donc avec la profondeur à l'intérieur de la Terre. Donc là, c'est la surface, on a les petits volcans, les cratons des roches très anciennes, là, c'est les océans avec la roche, etc. Et on voit ce trait blanc-là qui montre en fait, en plus haut, donc au-dessus, vers 100 km de profondeur, on forme du graphite.
quand on a du carbone. Et en dessous, on est dans des conditions où on peut former ce diamant. Dans le diamant, donc, les carbones s'agencent dans une forme de cube. C'est pour ça que c'est très solide. D'accord ? Et par des phénomènes géologiques un peu particuliers, on peut avoir ces diamants que l'on retrouve à la surface ou dans des mines. D'accord ? Donc, le diamant que l'on retrouve en surface n'est pas stable. En fait, il est métastable. Il est en train de se transformer en graphite, mais de manière très, 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 très lente. C'est pour ça que on a du diamant. Donc, je vais essayer de vous montrer le même genre de choses que ça, mais pour la roche qui est la péridotite, aux conditions donc, des pressions du manteau. Donc, pour mettre la pression, comment on fait ? On peut appliquer les différentes forces, ok, mais on va diminuer la surface. Alors, il y a différentes machines. Ça, c'est la presse multi-enclume. On peut aller donc de 1 à peu près 26-30 gigapascales, qui représente à peu près 700-800 km de profondeur dans la Terre. C'est une grosse presse, hein, ça fait 2-3 mètres, 3 mètres ici de haut, 1 mètre de large, ok. C'est hydraulique, donc il y a de l'huile, il y a un gros piston qui descend sur quoi? Sur des choses là avec plein d'acier. Et à l'intérieur, on a un cube. Ce cube que vous voyez ici est formé de 8 petits cubes tronqués afin de pouvoir mettre un petit octaèdre ici, là, que je tiens dans la main ici. Et dans cet octaèdre, on peut mettre l'échantillon. Pourquoi ? Parce qu'on applique une force donc sur un diamètre d'environ 50 cm, d'accord, sur ce piston, cette force-là va continuer et arriver sur un diamètre de 5 mm. Donc, on aura augmenté énormément la pression sur l'échantillon. Et donc, on peut appliquer une pression très importante. On va chauffer, alors je vous montre l'intérieur de l'octaèdre. Donc ici, c'est un octaèdre un peu plus gros pour aller à des pressions un peu plus basses. À l'intérieur, donc c'est ici, là, ça serait le blanc de l'octaèdre. À l'intérieur, on met des couches d'isolant. On met une couche ici du graphite, qui est le four, en fait, puisqu'on veut chauffer. Et l'échantillon à l'intérieur dans une petite capsule. Donc, c'est là qu'on va mettre notre péridotite pour voir ce qui se passe. Que l'on peut donc chauffer et des thermocouples pour enregistrer la température. On sort l'échantillon et on regarde ce qui s'est passé. Et donc, quand on a mis de l'olivine à 12 gigapascales, environ 400 km de profondeur, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître, donc c'est la même composition chimique, mais les atomes ont bougé. Vous voyez, là, ils se sont ordonnés encore plus. Donc, cette molécule MgF2SiO4, les atomes bougent et on forme un minéral différent qui s'appelle la vaseléite, nommé en l'auteur de Vasley, un minéralogiste. Alors, c'est un minéral. Pourquoi ? Parce que là, on le synthétise, on peut le synthétiser à haute pression et à haute température, mais il a été observé dans une météorite en 1983, donc observé à l'état naturel et pas uniquement synthétisé en presse multi-enclume. Ensuite, on continue à monter la pression. Hop, on a cette vaseléite qui était avec un agencement orthorhombique où les mêmes atomes vont s'agencer dans un cube. Au-delà de 16 gigapascales, environ 500 km de profondeur. Donc à 500 km de profondeur, les atomes ne sont plus contents dans une maille orthorhombique et s'agencent différemment pour former un nouveau minéral, qui est la ringodite. De la même manière, elle est synthétisée à haute pression, mais elle a été observée dans une météorite, alors dès 1969, d'accord, dans la météorite de Tinam, et elle porte le nom de Ringo, d'un géochimiste qui a énormément travaillé sur les phases de haute pression et haute température. Cette ringodite a aussi été observée dans un diamant, des diamants, en tout cas celui-ci, en 2009. Donc c'est un diamant, c'est à peu près 3 mm, 5 mm, je ne sais plus de longueur, je crois qu'il y a la photo après. Donc dans un diamant qui vient donc de très profond, puisqu'il vient de plus de 500 km de profondeur dans la Terre. Donc il est remonté par des processus un peu particuliers. Ce diamant, voilà, on le voit ici dans cette image optique en noir et blanc. Il fait 5 mm, et alors comme c'est des phases donc, qui viennent de très loin, etc., on a en fait la ringodite qui est ici. Voilà, ici, on peut la voir.
Elle fait 60 micromètres, donc c'est un peu moins que le diamètre du cheveu. Hein, voilà, elle est toute petite ici. Et ensuite, alors on a vu le magnésium, fer, silicium, l'olivine donc se transforme dans ces différents minéraux. Et il reste les pyroxènes dont j'ai parlé et le spinel, donc, qui contiennent l'aluminium et le calcium. Hein. Eux, très vite, avec la pression, vont se transformer en grenat. On peut avoir du grenat aussi dans la croûte terrestre. C'est un minéral un peu rouge, assez joli. Et c'est une forme cubique, donc les atomes s'agencent dans un cube. Ça peut être très compliqué, hein. La maille est très grande, la molécule est très grande, et les atomes s'agencent là-dedans. Donc il y en a dans la croûte, mais on a aussi, on peut voir des inclusions de grenat dans des diamants, donc qui viennent de profond, dans la Terre. Voir ici. Donc là, on a atteint à peu près la fin du manteau supérieur, 700 km de profondeur. Pour aller plus loin, parce que là on n'est qu'à 700, il y a 6300 à parcourir, il faut utiliser une autre machine, parce que c'est plus suffisant pour les pressions supérieures. On utilise la cellule à enclume de diamant. On revient sur les diamants, pourquoi? Parce que le diamant est très très dur, il ne va pas casser. Donc on se sert de ces diamants, ici, qu'on va mettre l'un en face de l'autre, avec des petites faces donc, ultra planes. Donc là, on a le début, cette partie-là du diamant qui fait 3 mm. Donc la surface est réduite pour pouvoir donc avoir une pression très importante ici entre les deux diamants, à ici la taille de 1 à 3 cheveux. Voilà. Okay. Donc on a à peu près 100 à 300 microns ici pour les facettes des diamants là. Et entre ces deux diamants ici, on place un joint de rhénium percé d'un trou pour pouvoir mettre l'échantillon au centre et qu'il ne s'en aille pas. Voilà. On place l'échantillon entre les deux diamants. Ici, ces deux diamants sont dans la cellule à enclume de diamant. Donc c'est tout petit, vous voyez, ça tient dans la main. D'accord. Il y a un piston, un cylindre, ça se met l'un sur l'autre avec les deux diamants ici et là. Le joint percé d'un trou, on met l'échantillon dedans et on peut appliquer la pression ici par faire arriver du gaz dans une membrane ou simplement, je n'ai pas de photo ici, on a d'autres types de cellules où c'est 4 vis. On serre les vis et on augmente la pression entre les deux diamants, tout simplement. Et on peut arriver à des pressions qui sont presque celles de l'intérieur de la Terre. Je crois que maintenant c'est 300 gigapascales le max. Et donc avec ça, alors forcément c'est tout petit l'échantillon, hein, ça fait moins que le diamètre d'un cheveu. Donc comment regarder, savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a différentes techniques, mais surtout déjà on est en pression, c'est bien, sauf que dans le manteau il faut aussi de la chaleur. Donc on chauffe avec des lasers infrarouges parce que c'est transparent au diamant. Donc ça peut passer à travers le diamant et aller chauffer l'échantillon. Les lasers. Et sur synchrotron, on va sur synchrotron pour avoir un faisceau très intense de rayons X qui nous permet en fait d'étudier, on a parlé tout à l'heure rapidement de la diffraction, d'étudier en fait la cristallo, l'agencement des atomes dans les cristaux à l'intérieur. La diffraction de rayons X permet de savoir quel type de cristaux on peut avoir. Donc, bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais on va voir comme ça. Donc, on fait diffracter avec les rayons X, on va faire diffracter l'échantillon et en analysant ça, on peut connaître les différents cristaux qui se forment à l'intérieur, donc à haute pression entre les diamants et à haute température avec le chauffage laser. Et donc, avec ça, au-delà donc de 30 gigapascales, 25 gigapascales dans le manteau inférieur, on a l'olivine et le grenat, donc ces deux minéraux, on était resté sur ces deux minéraux, enfin ringodite et le grenat, qui vont se transformer en pérovskite magnésienne. Donc l'olivine contient, je vous rappelle, c'est toujours les mêmes éléments, c'est magnésium, fer, silicium, oxygène. Elle se transforme dans ce minéral, la pérovskite magnésienne, qui est orthorhombique. Donc on voit ici le pic de diffraction, ça c'est un diffractogramme. On peut analyser ça et trouver, savoir où se situent donc les pics pour la pérovskite magnésienne. Et on peut donc fabriquer ça. Alors on le fabrique, on le synthétise, c'est pas naturel. Sauf que en 2014, ça a été vu pour la première fois, observation naturelle dans une météorite, la météorite de Tinam, qui avait été
qui est tombé il y a longtemps, mais en fait, qui a été donc étudié de manière très fine et détaillée en 2014, parce qu'en fait, la brigmanite, donc c'est de la perovskite magnésienne qui porte le nom maintenant désormais de brigmanite, puisqu'elle est observée à l'état naturel, et qui fait 10 micromètres à l'intérieur de cette météorite. Donc c'est vraiment tout petit, ce minéral dans la météorite. Donc on a cette perovskite magnésienne qui, en 2014, change de nom et s'appelle donc la brigmanite, minéral du manteau de la Terre. Et l'olivine se transforme donc en brigmanite et en ferropériclase. C'est un minéral tout simple, MgFeO, qui est cubique, qu'on peut fabriquer à la surface, mais qui aussi se fabrique, qu'on obtient en profondeur, donc en mettant de la pression sur la péridotite. Le ferropériclase, voilà, c'est cubique, tout simple, MgFeO. Et là, on peut le voir, voilà, c'est un peu rougeâtre parce qu'il y a un petit peu de fer à l'intérieur, il y a 10% de fer. Dans un cube, on a Mg et Fe, magnésium et fer. Donc, et il reste le calcium. Alors, on n'en a pas beaucoup, mais il y a quand même cette phase qui va se séparer, former la perovskite calcique, qui est une phase cubique qui contient le calcium de notre péridotite. Donc, c'est cubique, voilà, il y a quelques pics de diffraction ici. Et donc jusqu'en 2021, on appelait ça la perovskite calcique parce qu'on l'avait uniquement fabriquée donc à haute pression et à haute température. Dès qu'on relâchait la pression, cette perovskite n'est pas stable, ça devenait comme un truc amorphe, plus rien n'était agencé, les minéraux devenaient n'importe comment. Donc elle avait été vue uniquement à haute pression et à haute température. Et en 2021, cette perovskite a été observée dans un diamant, en inclusion dans un diamant. Donc on voit ici, ça a été brûlé avec l'ablation laser à la fin. Donc ça a été, des chercheurs ont pu montrer qu'elle était existante dans ce diamant-là, qui vient donc de très profond. Elle est toute petite à l'intérieur, mais du coup, ils ont pu donner un nom à cette phase, un nom de minéral, qui est la Dev Maout, en l'honneur de Dev Maout, qui a fait énormément de choses en haute pression et en haute température. Il a d'ailleurs créé la cellule à enclume de diamant de type Mao. Et donc, cette phase, la perovskite calcique, porte le nom de Dev Maout depuis 2021. Alors, donc, je peux faire un petit résumé pour les phases du manteau. On a la péridotite, c'est la roche qui contient l'olivine dans le manteau supérieur et le pyroxène. Les pyroxènes se transforment rapidement en grenat. L'olivine se transforme en wasdéite à 400 km de profondeur, puis en ringwoodite à 500 km de profondeur. Ensuite, on arrive dans le manteau inférieur où on a 3 minéraux. La brigmanite, c'est 70-80% du manteau, d'accord. Le ferropériclase et la devmaoute. Et on est content parce que quand on regarde, il y a d'autres possibilités pour étudier le manteau de la Terre. Il y a les tremblements de terre. Quand on a des tremblements de terre, il y a des ondes qui se propagent et on peut étudier grâce à ça la vitesse des ondes dans les différents matériaux et on peut obtenir la densité des matériaux dans la Terre. Et quand on compare aux densités obtenues sur nos minéraux de haute pression, eh ben c'est très cohérent avec ce qu'on peut obtenir avec l'étude des ondes sismiques dans les tremblements de terre. On obtient donc, ça se corrèle très bien, on a bien l'olivine au début du manteau supérieur, puis on a un saut de densité, ça correspond bien à la densité de la vasléite, puis de la ringwoodite, et on a un saut plus important, qui est la transition entre le manteau supérieur et inférieur, qui correspond bien à la densité plus importante de la brigmanite, ferropériclase et devmaout. Donc on est content. Et maintenant, on a traversé, on est arrivé à peu près à 3000 km de profondeur. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Le noyau de la Terre. On peut aussi le voir avec ces ondes qui se propagent, les ondes sismiques. Et les ondes sismiques, certains types d'ondes, les ondes cisaillantes, ne peuvent pas se déplacer dans le liquide. Et des gens ont vu qu'elles disparaissaient dans le noyau externe, ce qui a permis de montrer que le noyau externe était liquide. Donc c'est pas un cristal, on va parler plus que ça, voilà, c'est liquide. Par contre, elles reviennent dans le noyau interne, qui est la graine. Donc on appelle ça noyau interne ou graine. Ok.
Donc, et c'est très dense. C'est donc le même profil de densité tout à l'heure, dans le manteau. Et dans le noyau, on augmente énormément la densité. C'est très très dense, autour de 12 grammes par centimètre cube. C'est très important, c'est beaucoup. Et ça augmente encore plus dans la graine. Ok, c'est très dense, d'accord, très bien, mais bon, ça ne dit pas ce qu'il y a. Alors pour savoir, on va se reporter à la composition un peu chimique globale du système solaire. On a beaucoup d'oxygène, du silicium, ça on l'a vu, hein, du magnésium, c'est ce qu'on a vu dans le manteau, un peu de calcium, de l'aluminium là. Et quand on regarde la composition du système solaire, on a énormément de fer et de nickel. Et on se dit, ah ouais, mais en fait, il est passé où? Parce qu'il n'était pas dans le manteau, là. On avait 10%, c'était pas grand-chose. Et c'est ce qu'on voit, c'est très semblable aux météorites non différenciées qu'on peut analyser. Donc on dit la Terre globale, c'est comme les météorites non différenciées, très bien. Et du coup, je vais parler un peu rapidement, mais de comment est-ce qu'on peut former la Terre. On a donc des gros astéroïdes qui vont, au début de la formation de la Terre, hein, au début du système solaire, se choquer. Ça peut s'amalgamer ensemble, d'accord, former un plus gros objet, comme une prototerre. Tout ça, donc c'est très chaud. Ça va commencer à fondre et ça aura cette composition-là, hein, avec tous ces éléments. Et le fer et nickel, bah lui, il va fondre et il est très dense. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va tomber au fond, il va aller au centre. Et le fer liquide, qui fond plus rapidement que les silicates, hein, à moins haute température, va aller former le noyau de la Terre, va se retrouver au centre. Donc, c'est pour ça, on a un noyau très dense. Pourquoi? Parce que le fer, c'est lourd. Et constitué de fer et de nickel. Ça explique bien pourquoi on ne l'a pas plus en surface. Donc, cette grosse partie de fer et nickel qui existe, hein, dans les météorites, dans notre système solaire, se retrouve dans la Terre à l'intérieur. Et on peut voir des météorites qui sont différenciées. Il y a plusieurs types de météorites. Il y a les météorites non différenciées. Les météorites non différenciées que je montrais, que je montrais tout à l'heure, c'est pas grave. Et les météorites différenciées qui seraient comme des petits bouts de début de planète qui auraient été cassés par un astéroïde et qui se seraient séparés en plein de morceaux. Et du coup, on peut avoir des météorites qui seraient des morceaux de manteau ou des morceaux, on voit même des météorites où on a du métal et des silicates, comme si c'était l'interface entre le manteau et le noyau, et des météorites de fer, qui seraient des petits noyaux de petites planètes qui se sont formées et qui ont été détruites au moment de la formation du système solaire. Donc on a sur Terre, on a des météorites qu'on peut retrouver qui sont des météorites de 100% de fer et de nickel. Il y a toujours un petit peu de nickel à l'intérieur. Quand on coupe ces météorites, on a des très jolies figures ici. Ce sont des figures de Wilhelmshaven, des figures de refroidissement, parce que c'était très chaud, et ça refroidit, ça se sépare en deux types de minéraux, qui sont des minéraux cubiques contenant du fer et du nickel. Voilà. Alors, à haute pression, ce fer et ce nickel, sur Terre, c'est sous forme cubique. Quand on augmente la pression, quand on augmente la pression, ce fer cubique va se mettre sous forme hexagonale, autour de 800 km de profondeur, hein, à peu près. Et alors récemment, des gens ont vu que vers 250-300 gigapascals, donc c'est des pressions énormes, c'est très compliqué d'avoir ces pressions-là dans une cellule en poudre de diamant, que peut-être quand on augmente énormément la température, on peut retransformer ce fer et avoir un minéral cubique à nouveau. C'est pas complètement sûr, c'est à refaire. Donc a priori, à l'intérieur, dans la graine du noyau de la Terre, on a du fer nickel, qui est sous forme hexagonale ou cubique. À vérifier. Pour conclure, donc petit rappel, en surface, donc on a juste sous la croûte terrestre notre péridotite qui est constitué d'olivine et de pyroxène. Très vite, les pyroxènes se transforment en grenat, d'accord, donc à 200 km de profondeur. L'olivine
est assez stable dans le manteau, mais à 400 km de profondeur, elle se transforme en vasdéite, puis en ringodite à 500 km de profondeur. On arrive à 700 km de profondeur, là c'est plus stable tout ça, et ça se transforme en 3 autres minéraux, d'accord, beaucoup plus denses, du coup on a une augmentation de densité, où on retrouve la brigmanite, on a vu dans les météorites là, la delmawite, dans le diamant ici, et le ferropériclase. À 3000 km de profondeur, on a le noyau, c'est du fer et du nickel, 10% de nickel, 5 à 10%. C'est liquide, mais à 5400 km de profondeur, on a la graine qui est du fer solide. Forme cubique ou hexagonale, on ne sait pas. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez me poser vos questions. Merci.